Je vous propose donc de démarrer la matinée avec Bertrand Hagenmüller. Je vous invite à nous rejoindre sur scène, Bertrand. Alors un petit peu à l'image d'Olivier Beru hier, Bertrand, vous êtes un touche-à-tout, ce qu'on peut qualifier d'un touche-à-tout, puisque vous êtes à la fois musicien, auteur, compositeur, interprète, sociologue, formateur pour les professionnels du secteur social et réalisateur. Et vos films portent en particulier sur les questions sociales, et en particulier dans le champ de la protection de l'enfance, mais pas uniquement. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est de voir, avec ces différentes casquettes, finalement, comment est-ce que dans un contexte qui est complexe, qui est mouvant, on l'a évoqué hier, on peut redonner du sens au travail social, et comment est-ce qu'on peut aussi mettre réellement les personnes accompagnées au centre de la démarche, et à travers cette place et cette participation des personnes, comment est-ce qu'on construit collectivement des projets plus adaptés, mais aussi une vision pour les années à venir pour le travail social. Bien, bonjour, je suis ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, j'ai préparé un truc qui s'appelle un PowerPoint, et on m'a dit qu'il fallait juste appuyer sur le bouton. Ah, magnifique. Bon, je vais essayer de vous raconter un petit peu, d'abord 2 mots sur qui je suis, pourquoi je suis là, et voilà. Enfin, ce que je peux vous dire aussi, c'est bien de savoir d'où on parle, d'où les gens parlent. Et puis après, dire un mot sur ce que j'ai appelé, alors c'est pas très original, hein, la métaphore de la boussole, mais du coup, moi, elle me parle assez bien, la boussole éthique de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire une boussole éthique de l'accompagnement et comment on peut y réfléchir ensemble. Donc 2 mots sur moi. Je m'appelle Bertrand, donc Hagenmüller, je suis sociologue et réalisateur de films documentaires. Et je tiens pas mal à ces 2 casquettes. Alors après, question de la musique et tout ça, mais bon, le plus important, c'est la réalisation de films et puis le fait d'être sociologue. En fait, en tant que sociologue, j'accompagne depuis... Je travaille en protection de l'enfance depuis 15 ans. J'ai commencé comme salarié, puis maintenant, depuis une dizaine d'années, j'accompagne en fait beaucoup d'équipes, de soignants, de travailleurs sociaux, donc dans le social, dans le médico-social, dans le sanitaire, et beaucoup autour de cette question de l'accompagnement de la vulnérabilité, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner des gens dont on estime qu'ils sont vulnérables? Voilà, c'est un peu la question qui fait un peu fil rouge dans ce que j'essaye de faire et les accompagnements que j'essaye d'avoir. Et dans ce cadre-là, donc c'est soit des accompagnements sous forme de formation ou de conférence, soit aussi la réflexion autour de structures expérimentales. Je bosse pas mal justement dans le Nord sur ce on essaie de construire un internat de demain en protection de l'enfance, c'est-à-dire comment on peut imaginer d'autres formes de structures, voilà, notamment, et ça m'intéresse aussi ce côté expérimental de ne pas uniquement rester dans l'abstraction de la réflexion. Et puis, en tant que réalisateur, je fais des films beaucoup sur les questions sociales. Alors, il est aussi arrivé de faire un film sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, dans un autre registre, mais autrement, c'est plutôt sur des questions sociales, donc la protection de l'enfance, beaucoup. Et puis là, en ce moment, et puis depuis quelques temps aussi, sur les soignants en unité Alzheimer, qui a un thème qui m'intéresse et m'interroge. Et en particulier, là, il se trouve qu'en plus, dans 3 jours, on va faire 15 jours de tournage, ça fait longtemps qu'on le prépare, dans un énorme manoir en Bretagne, où avec 10 patients Alzheimer et 10 soignants, pendant 15 jours, on va créer une pièce de théâtre ensemble. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est aussi une réflexion qui lie justement la volonté de mettre ça en film, et en même temps, de réfléchir à de nouveaux types d'accompagnement. En l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement de personnes âgées Alzheimer dans un lieu où on vit ensemble, loin des blouses blanches, où on partage du quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement où on crée ensemble, où la question de la création est centrale, où on essaye de réfléchir à d'autres modalités que le côté médicamenteux, etc., etc. Donc pour moi, c'est aussi réfléchir en acte, à travers ce type d'expérience, à d'autres manières d'envisager l'accompagnement. Voilà, j'arrête. Bon, alors maintenant je vous parle de mon sujet, de notre sujet en tout cas ce matin, sur la question de la boussole éthique. Ah oui, c'est moi qui dois appuyer. Ah non, c'est pas comme ça. Pourquoi une boussole éthique ? Pourquoi une boussole éthique? Bon, juste dire d'abord c'est quoi l'éthique, parce qu'en fait, même si ces sujets à plein, c'est très complexe, cette histoire d'éthique, de morale, etc. Mais si on est si je le dis de manière un peu caricaturale, en philosophie, on peut distinguer justement le rapport moral et un rapport éthique. Souvent, les 2 mots se confondent, mais en tout cas, si on en fait une distinction très caricaturale, on pourrait dire que la morale, c'est ce qui est de manière plus
plus ou moins universel, bien ou pas bien, indépendamment des contextes. Tout ça est très caricatural, mais quand même. Et l'éthique serait plutôt, au contraire, l'idée de se dire on a des valeurs, en fait, on partage tous des valeurs, mais ces valeurs, elles sont parfois contradictoires, et parfois, elles s'emboîtent pas. Et dans le quotidien, on est souvent obligé, surtout quand on est dans vos métiers, les métiers de la relation, on est toujours dans des métiers éthiques, c'est-à-dire on est toujours face à des contradictions, à des valeurs contradictoires, et on doit non pas chercher une solution universelle, mais la plupart du temps, une solution qui nous semble juste ici et maintenant. Pour prendre un exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la formation autour de la bientraitance, même si c'était notamment avec des soignants, je me rappelle d'une infirmière qui a commencé par me dire « Bon, attends, c'est bien sympa ton truc, mais moi je vais te dire en fait. Tu vois, quand tu rentres dans la chambre d'un résident qui te dit je veux plus me soigner, je veux plus manger, je veux que ça s'arrête, quoi, je veux mourir », tu fais quoi en fait? Parce que si tu dis, en fait, il y a une valeur qui est importante pour moi, c'est la liberté de chacun de pouvoir choisir que ça s'arrête et qu'on lui impose pas quelque chose. Ok, très bien, mais ça veut dire que je le laisse là, comme ça, sans soin, sans laver, enfin, dans ses excréments. Enfin, donc, il y a une autre valeur pour moi qui est fondamentale, c'est la question de la dignité. Alors, évidemment, dans un contexte où l'euthanasie, le suicide assisté n'était pas possible, etc. Donc, en fait, elle me dit, en fait, ton truc, c'est sympa, mais si je le laisse comme ça, pour moi, c'est indigne, donc je le maltraite. Et si je le force à faire ce que je veux, c'est-à-dire, je le maltraite aussi, parce que je ne lui permets pas d'être libre et de choisir ce qui lui semble juste. Et voilà. J'ai dit, ok, bienvenue dans votre monde, qui est le monde des métiers de la relation, c'est-à-dire un monde qui est toujours plein de contradictions. Et l'enjeu est moins, d'ailleurs, de vouloir résoudre de manière universelle ces contradictions que de trouver des solutions, encore une fois, qui nous semblent justes, ce qu'on pourrait appeler des compromis éthiques, en fait. C'est-à-dire, les compromis éthiques, c'est justement, on fait des pesées et puis on essaye de voir ce qui, dans cette situation, là en l'occurrence, elle me dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de lui donner à manger et puis on l'a lavé, on essayait de faire le matin le bas, l'après-midi le haut pour pas que ça soit trop brutal, etc. L'équipe a apporté ce compromis éthique. Mais ce que je vous raconte, c'est évident en fait, c'est ce que vous faites tous les jours, d'essayer de trouver des compromis qui vous semblent justes. Et pourquoi donc une boussole éthique et pas une boussole morale? C'est parce que justement, je crois qu'il faut se garder de l'idée de dire c'est comme ça et pas autrement. Parce que le c'est comme ça et c'est pas autrement, on a beau le dire, on a beau l'énoncer, surtout quand on est formateur extérieur, on aime bien arriver à disant c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, quand on revient dans le réel, le rond ne rentre jamais dans le carré, quoi. Vous savez, c'est les trucs qui s'emboîtent, ça marche pas. Et donc du coup, on s'aperçoit que la seule bonne orientation qui nous élève, c'est d'apprendre à se poser des bonnes questions et des questions complexes. Et qu'on est condamné quand on travaille dans le métier de la relation à toujours se poser des questions et à essayer de se poser les meilleures questions possibles. Voilà la démarche éthique plutôt qu'une démarche morale qui consisterait à appliquer des recettes ou des protocoles. Et voilà pourquoi il s'agit d'une boussole éthique. Encore une fois, l'enjeu c'est de donner un cap. C'est pas de donner des règles et des protocoles. Je dis pas qu'il faut pas de règles, mais je dis simplement que si on partage un cap, des directions qui nous semblent justes, c'est sans doute comme ça qu'on arrive à aller collectivement vers une culture partagée, non pas une série de protocoles, mais plutôt une philosophie partagée. Et c'est sans doute ça qu'on essaye de viser à travers cette histoire de la boussole éthique. Ça va, je vous ai pas perdu encore? Non. Okay. Alors, voilà 2 flèches. Là, le changement. Petite précaution aussi avant de rentrer dans le fond du problème, enfin de cette question de quelle est cette boussole, de quoi on parle. J'ai mis le changement au milieu. Le changement, c'est pas une vertu en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement bien de changer. Parfois, c'est bien de garder ce qu'on a. C'est bien, d'ailleurs, plein de philosophies nous l'apprennent, d'accepter aussi de renoncer à cette espèce d'idéal de changement permanent, de faire de l'innovation une vertu absolue, me semble une erreur. Ceci étant dit, je parle de changement désirable, c'est-à-dire celui qui nous fait dire quand on se lève le matin, ça serait bien qu'on aille vers là, ma vie aurait plus de sens si on faisait ça, mon accompagnement aurait plus de sens si on change. Donc le changement, et encore une fois, c'est vraiment le changement désirable, celui qu'on désire. Et ça, on ne peut pas le savoir à votre place, mais en tout cas, dans les organisations, dans les institutions sociales, médico-sociales, etc., il me semble que l'erreur souvent, enfin je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas la chose dont il faut se méfier, me semble-t-il, c'est de ne parler que de posture ou de ne parler que de structure. Si je m'explique simplement, c'est-à-dire bien sûr qu'on peut avoir de longues discussions sur comment il faut parler avec une personne concernée,
comment alors la fameuse bonne distance, on y reviendra, comment je dois me positionner, etc., d'un point de vue éthique. Bref, ok, d'un point de vue personnel, dans ma relation. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Qu'on avance sur ça, c'est une chose. Mais si vous dites, par exemple, ah oui, l'important, c'est d'écouter les gens, c'est important d'écouter les gens, etc., mais que dans vos organisations, il n'y a aucun lieu de codécision. C'est-à-dire dans le conseil d'administration, nulle part apparaissent les personnes concernées. Que dans les lieux où il y a des décisions effectives sur les parcours de vie des gens qui les concernent directement, bah, ça soit des synthèses entre professionnels tout le temps. Vous pouvez continuer à raconter que c'est très important d'entendre ce que les gens ont à dire, mais on voit bien qu'on a l'impression d'être un peu dans un jeu de dupes. Et donc du coup, il ne s'agit pas d'arrêter de réfléchir à nos postures, il s'agit de penser à chaque fois de marcher sur ses deux pieds et penser la posture et penser la structure. Si on veut penser, par exemple, la question d'écouter davantage les gens, il faut sans doute qu'à la fois on soit en capacité de réfléchir à comment je me comporte avec l'autre, mais il faut aussi qu'il y ait des structures concrètes, organisationnelles, qui permettent cette expression effective. Autrement, bah, évidemment, on a l'impression quand même de, comme dirait l'autre, pisser dans un violon. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc voilà, ça, les précautions, c'est dire on parle d'éthique, pas de morale, et on essaye de réfléchir à la fois à ce qui se joue d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Il me semble que sans ça, souvent, on nourrit beaucoup d'impuissance et de frustration, en fait, chez les personnes accompagnées, mais aussi, évidemment, chez les professionnels. Alors, ça, c'est le début de la boussole. Une boussole, c'est simple, hein, c'est 4 axes, comme ça. Et le cœur de la boussole, c'est ce que j'appellerais la culture de l'audace. Aïe. En fait, j'aime bien faire la distinction, je ne sais pas si vous voyez, si vous faites une distinction entre audace et culture. Audace et courage. Ça vous parle? Vous dites comme ça dans ma vie, ah, tiens, audace, ce serait plutôt ça, courage, plutôt ça? Oui, non? Un peu? Vaguement? Ok. En fait, moi j'ai l'impression que dans le travail social, par exemple, ou dans le médico-social, on a souvent beaucoup de courage et pas assez d'audace. C'est-à-dire, le courage, tu sais, c'est le truc, tu portes ta croix, quoi. C'est lourd, c'est difficile, tu reviens, tu continues, ça te pèse, mais tu continues parce que tu sens qu'il faut le faire, etc. Donc c'est le courage de continuer quelque chose qui parfois est lourd, mais dont on sent qu'il est indispensable. Et il faut du courage. C'est indéniable, il faut du courage, et je pense que c'est une belle chose que d'avoir du courage. Mais l'audace, c'est plutôt le surgissement. C'est la créativité au sens à un moment donné, hop, il y a un événement. Ah tiens, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose que j'avais pas en tête la veille, et parce que voilà, c'est un basculement vers l'inconnu. Plus d'audace, c'est évidemment flippant. Enfin, je veux dire, ok, l'audace, on sait bien à quel point nos réunions ont comme but caché, ou parfois même avoué, de lutter contre l'audace. Vous savez, c'est quelqu'un propose quelque chose, on dit ouais, c'est hyper intéressant. Mais en fait, là quand même, je pense que... voilà. Et puis les mais, chemin faisant, font en sorte qu'à la fin, eh ben, on revient au plus petit dénominateur commun et on ne tente plus rien. Alors, c'est sans doute pour de bonnes raisons. Hein. La bonne raison étant souvent de protéger les gens qu'on accompagne. La mauvaise étant souvent de se protéger nous-mêmes contre nos peurs, mais en tout cas, voilà, je ne dis pas que c'est pas normal de réfléchir et parfois de ne pas faire n'importe quoi, et le principe de précaution est intéressant, important. Mais être dans une culture de l'audace, c'est être dans une culture de l'expérimentation. L'expérimentation, c'est accepter que vous, je pense, en tout cas les professionnels que je rencontre, qui souvent me disent et me répètent, mais tu sais, nous on travaille avec de l'humain, c'est complexe. Oui, on travaille avec de l'humain, donc de l'inconnu, donc de l'incertain, et donc du coup, on est nécessairement dans l'expérimentation. Et c'est très difficile de protocoliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenter d'avoir des protocoles et des formalisations. C'est ce que j'essaye de faire, par exemple, quand on fait des boussoles et des trucs comme ça. Mais l'enjeu de l'expérimentation est fort. Mais encore faut-il l'assumer jusqu'au bout. Il ne suffit pas de dire uniquement nous on travaille avec de l'humain quand on ne veut pas rendre des comptes, ce que je peux comprendre quand les comptes consistent à cocher des cases de démarche qualité qui nous rendent fous. Mais ceci dit, c'est important de rendre des comptes par ailleurs. Mais je peux comprendre qu'on dise nous on travaille avec de l'humain. Mais dans ce cas-là, allons au bout de l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi de reconnaître qu'on est véritablement dans une culture de l'expérimentation parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que l'humain nous oblige à ça. Il faudrait réfléchir à cette question de on travaille avec de l'humain quand même, parce que je trouve ça toujours bizarre, j'ai l'impression qu'on malaxe du pain. Tu sais, comme je travaille avec du pain, je travaille avec de l'humain. Non? Ok.
Mais vous voyez, donc c'est pas encore là une fois de... Moi, je suis pas en train de dire... J'imagine que dans un monde où on serait tout le temps dans l'expérimentation, dans le fait de tenter des choses, dans des réunions où à chaque fois, je dirais, oh là là les gars, ça va là, tranquille quoi, quand même. Il faut arrêter d'être toujours dans... On a besoin de se poser. Mais je crois pas que ça soit aujourd'hui majoritairement ce monde-là dans lequel nous soyons. En France, par exemple, on est quand même très dans une culture où on cloisonne, alors ça c'est un autre problème, on se protège, on protège, mais on se protège aussi au nom des questions aussi de responsabilité dont on pourra éventuellement reparler, mais en tout cas je dis ça parce que précisément j'ai l'impression qu'il faut rétablir une balance, un peu plus d'audace, un peu moins de courage, sans doute que c'est ça qu'il faudrait dans la recette, si on veut parler de recette. Donc voilà, culture de l'audace. Ça, c'est le cœur battant. C'est un peu le cœur magnétique de la boussole. Sans audace, pas de boussole. Sans cette façon de se dire, allez, on y va. Et je rappelle d'ailleurs, je me tais après sur ça, mais je rappelle que les pédagogues, et ça fait un siècle qu'ils nous parlent, hein, l'enseignement, les réflexions, alors ça fait bien plus d'un siècle, mais depuis un siècle, on a quand même un foisonnement de réflexions de pédagogues, et quand on travaille dans la question des métiers de la relation, c'est pas inintéressant, et en particulier en protection de l'enfance, de s'intéresser à ce qu'ils disent, freiner les autres, ils disent, pour la plupart, à chaque enfant qui arrive et qui me pose une difficulté, c'est une chance de réfléchir à une nouvelle réponse. C'est une nouvelle occasion pour essayer autre chose, pour tenter autre chose. Ce qui, évidemment, est quand même un rapport au métier et un rapport à l'accueil aussi de ce qui me perturbe, de l'enfant qui me fait chier, un peu différent que de dire « oulala, mais lui, il relève de la psy ». Parce que maintenant, dès qu'en fait, il nous emmerde, on dit « ah non, mais ça, c'est psy, ah non, mais là, c'est psy, ça ». Hop, question classée. Alors je ne sais pas à quel monde nous rêvons. Peut-être nous rêvons un monde avec des énormes hôpitaux psychiatriques ou des énormes centres de psy, et puis on les enverrait tous, et puis nous on garde ça. J'ai l'impression qu'en fait, du coup, cette surpsychologisation de la question, d'une part, c'est aussi une forme de dépolitisation, mais bon, ça c'est un autre problème, mais c'est aussi une forme aussi de renoncement à la question, au cœur que nous pose la question des métiers de la relation, c'est-à-dire de la question de l'aide et de tout ce que ça nécessite comme capacité d'innover, non pas par plaisir d'innover, mais par le fait de chercher quel est le bon moyen ici et maintenant de t'aider toi. Alors, vous avez une boussole, il y a 4 axes, le nord, le sud, le machin, l'est et l'ouest. Ben, voilà. Et donc du coup, les 4, je vais faire rapidement pour qu'on ait un truc global en tête, et puis après, je reviendrai sur chacun de ces axes-là. Le premier axe, c'est un peu banal, ce serait de dire rencontrer. Rencontrer, alors c'est toute la réflexion autour, vous savez, évident de qu'est-ce que ça veut dire, créer un lien authentique. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Voilà, la fameuse question de l'écoute, etc. Alors, on y reviendra, mais du coup, ça, évidemment, c'est le premier axe. Le plus, sans doute, je ne sais pas si c'est le plus important, mais un axe fondamental. Et la culture, hein, quand je parlais de structure et de posture, c'est ça. D'un point de vue individuel, c'est comment moi, je rencontre la personne que j'accompagne. Et d'un point de vue structurel, c'est comment on rentre dans ce que moi j'appellerais une culture de la juste proximité. Voilà, le terme maintenant est pas mal utilisé, mais c'est-à-dire, ok, qu'il ne soit pas une culture de la bonne distance, hein, mais celle de la juste proximité. Je reviendrai sur cette distinction parce que vous allez me dire ah ouais, c'est des mots, on s'en fout, c'est pareil. Et en fait, je crois que c'est pas exactement la même chose, c'est pas le même signal qu'on envoie à quelqu'un de dire nous ici on est là pour être à la bonne distance. Sous-entendu, eh ben, on se protège d'un danger potentiel, alors que je cherche une proximité qui me semble juste. Alors là, c'est pas pareil, c'est je cherche à être proche de toi parce que la relation d'aide est une relation de proximité. Mais par contre, je ne suis pas complètement débile, et parfois, il faut savoir aussi prendre du recul, faire attention, etc. Mais du coup, ce n'est pas le même signal et la même organisation, même structurelle, qu'on met en place si on se dit qu'on cherche une culture de la juste proximité. Deuxième chose, ressourcer. Ressourcer, dit autrement, une fois que la rencontre a eu lieu, si elle a lieu, la question c'est comment on part méthodiquement des ressources des personnes qu'on accompagne. Et non plus d'abord des problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux problèmes. Les gens viennent nous voir parfois parce qu'ils ont des problèmes, donc il ne s'agit pas de dire on s'en fout de ton problème. Mais la question de partir des ressources,
il me semble vraiment toute une culture professionnelle que ça réinterroge si on va au bout de la logique. Parce que quand je parle de culture, c'est évidemment pas de dire juste ah bah oui, à la fin de l'entretien, je lui ai demandé ce qu'il savait faire. Parce que là, du coup, on n'y est pas. La question, c'est de baser tout l'accompagnement sur cette question des ressources. Et là, on est dans un changement de culture. Et la culture plus générale que ça pourrait impliquer, ça serait la question du fameux pouvoir d'agir qui nous intéresse autant qu'il nous énerve, étant donné qu'on en parle tout le temps maintenant et qu'on est marre de pouvoir d'agir. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça vient dire quelque chose aussi d'une organisation qui favoriserait le pouvoir d'agir des personnes concernées. Alors moi je dis personnes concernées, je sais pas si je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait c'est leur vie, donc voilà, au moins ça rappelle ça, elles sont pas uniquement en lien avec nous dans le fait qu'elles sont accompagnées, et évidemment elles ne sont pas que des usagers, le mot étant peu classe, pas beau, voilà. Donc une culture du pouvoir d'agir, qu'est-ce que ça serait? Une institution qui favoriserait la participation pleine, entière. Alors on verra, parce qu'on peut participer sans être entendu, je le disais tout à l'heure, sans participer aux décisions, non seulement des personnes concernées, mais aussi des professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que professionnel? Retrouver le sentiment de pouvoir agir, d'avoir ce sentiment, de quitter ce sentiment d'impuissance. Alors ça se travaille sur plein de plans, mais c'est aussi important de le poser du point de vue du professionnel. Rencontrer, ressourcer, lier. Alors il paraît qu'hier vous avez parlé beaucoup de liens, ça tombe bien. Moi c'est mon obsession, je pense que c'est même le grand chantier. Alors dans le champ du handicap, je pense que vous avez un temps d'avance sur cette question-là. Dans protection de l'enfance, on a 1 milliard, on a un siècle de retard. La question, qu'est-ce que ça veut dire lier? C'est-à-dire se penser, on y reviendra, comme un professionnel, comme un faiseur de liens, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour retrouver ou recréer, ou créer même parfois des réseaux de solidarité, et non pas uniquement se limiter à l'idée de dire je suis dans mon environnement naturel où je suis placé. Mais entre ces mondes-là, il y a plein de choses à inventer, et la question du lien est ce qu'on pourrait appeler une culture ou une permaculture, sans mauvais jeu de mots, mais on y reviendra, de l'ouverture. La culture de l'ouverture me semble absolument un enjeu absolument nécessaire et pour les années qui viennent. Et puis, sur le dernier axe, le mot est bête, facilité, mais c'est plus un axe qui concernerait, j'appelle ça, vers une culture agile et démocratique, qui concerne directement les institutions. C'est comment on arrête de créer notre propre tombe. C'est-à-dire, en fait, c'est pas possible de vivre dans une institution où il faut 6 mois pour prendre une décision. C'est pas possible de vivre dans une institution où la question de la responsabilité, comme ça, le rapport au pouvoir est tellement pyramidal. Enfin, pas que pyramidal, mais avec une ambivalence incroyable, on cherche de l'autorité, mais en même temps on n'en veut pas, etc. On y reviendra. C'est aussi questionnant de vivre dans une institution où la question des rôles est tellement subdivisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a créé des publics de plus en plus spécifiques, et qui sont, alors voilà, si t'es vieux, on met tous les vieux ensemble, puis après les enfants, mais les enfants les 6-12 ans, parce que c'est pas pareil, puis après les 12-18, puis après si t'as mal au pied gauche, c'est pas pareil si t'as mal au pied droit, bref. Et en fait on se rend compte que on a créé, alors ça c'est toute une logique aussi de l'aide sociale depuis l'après-guerre, on a créé une aide en silo, c'est pour ça que je parle où finalement on a des monocultures comme ça, avec des spécialistes chargés de répondre à des problèmes hyper précis, et cette logique-là, elle nous étouffe. Et elle nous questionne. Je ne dis pas qu'il faut revenir complètement là-dessus, encore une fois, mais réinterroger cette logique de l'enfermement, de la manière dont on pense l'aide en monoculture, ça me semble absolument essentiel. Donc, rencontrer, ressourcer, lier et faciliter, voilà les 4 axes de la boussole. Et maintenant que j'ai beaucoup trop parlé, on va peut-être rentrer dans le détail. Si vous avez des questions... Non, ce n'est pas le moment des questions. Quelle heure il est ? 10h05. Rencontrer. Alors, rencontrer. Alors, on va regarder des extraits de vidéos aussi. Comme ça, je ne vais pas tout le temps parler. Et puis, vous allez... je disais, rencontrer, c'est un peu le truc le plus évident quand on est dans les métiers du lien, le métier de la relation. Et en même temps, évidemment, comme toutes les choses les plus évidentes, les choses qui nous questionnent le plus, ou qui nous interrogent le plus, ou peut-être parfois qui sont le plus des impensés. C'est-à-dire, finalement, on se dit c'est comme ça, on l'a toujours fait comme ça, c'est évident, et puis finalement, on le questionne moins. Quand on fait du développement du pouvoir d'agir,
La question qui est au cœur de ce travail-là, c'est toujours qu'est-ce qui est important pour toi. C'est-à-dire, je vais bien me demander quelle question on pose à la personne concernée. La première chose, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors ça peut paraître très démagogique de dire ça, parce que parfois les gens ne sont pas en mesure de formuler ce qui est important pour eux. Parfois, on ne sait pas nous-mêmes ce qui est important pour nous. Donc l'enjeu, là, encore une fois, c'est pas de caricaturer en disant je ne fais que m'intéresser à ce qui est important pour eux. Mais je pense que cette question, elle nous interpelle sur la petite dérive qu'on a tendance à avoir dans notre système qu'on pourrait qualifier parfois de technocratique, c'est-à-dire de qui donne le pouvoir à celui qui a la technique, à celui qui sait, au sachant. Bah, en fait, parfois, on délégitime ce qui est important pour les autres. C'est-à-dire on a tendance à avoir du mal, pas tous, mais moi le premier, hein, à prendre au sérieux ce qui est important pour l'autre. Et donc du coup, on va dire oui, mais derrière la demande explicite se cache la demande latente, voilà. Et donc la psychologie a joué son rôle là-dedans. Ça veut dire qu'elle a dit oui, mais nous on va creuser derrière ce que la personne demande, ce qui est finalement sa vraie demande. Donc on a une espèce de, donc déjà ça nous met dans une position quand même de pouvoir assez sympa parce que nous on sait faire émerger les vraies demandes. Et moi je trouve que c'est intéressant aussi de se dire mais partons de ce qui est important pour toi, parce que c'est même pas moral comme attitude. C'est que si j'essaye absolument de te faire aller là, alors que pour toi, ce qui est important, c'est d'aller là, en fait, on sent bien qu'au bout d'un moment, c'est inefficace, même d'un point de vue de l'aide. Donc, partir de ce qui est important pour les gens, c'est-à-dire ce qui fait sens pour les personnes qu'on accompagne, c'est pas qu'une question morale, c'est pour moi aussi une question pratique. Mais ça nécessite effectivement, je crois, une attitude qu'on pourrait qualifier. Alors, je crois qu'hier aussi, vous avez beaucoup parlé de la pensée orientale, ça tombe bien, chinoise, c'est ça ? Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle François Julien et qui a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle « Le sage et sans idée ». Je ne sais pas si vous... Non. « Le sage et sans idée ». Alors, c'est bizarre comme ça parce que justement, notre perception de ce qui est sage ou de la sagesse en Occident, parce qu'on a un rapport aussi très très fort à la question de la vérité, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui est beaucoup moins le cas dans cette pensée là, taoïste par exemple. Donc du coup, c'est l'idée de dire le sage, c'est pas celui qui sait et qui a accumulé du savoir, c'est celui qui commence par être capable de dire je sais pas. C'est toujours bon signe quelqu'un qui dit je sais pas. C'est-à-dire, tu lui poses une question, le type qui commence par dire ouais, là vraiment je sais pas. Moi, je trouve ça rassurant. Alors évidemment, si c'est un pilote d'avion, c'est un peu emmerdant. Mais quand tu es dans la question de l'accompagnement, je trouve que ça, c'est une vraie vertu de commencer. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à penser. C'est à ce moment-là, justement, qu'à un moment donné, on se délaisse un peu de nos certitudes pour être là. J'ai tourné il n'y a pas longtemps sur la protection de l'enfance dans l'océan Indien, donc à Mayotte et à La Réunion. Et à La Réunion, il y a un lieu qui s'appelle Cascabar, que j'adore, qui est un lieu un peu où il y a beaucoup de terrains vagues, où il y a une réflexion sur la culture créole et sur la manière dont on se réapproprie dans l'éducation aussi le lieu, la terre. Et leur truc, c'est de dire toujours, la question, c'est d'être là. Alors moi, je dis, oh, attends, c'est bizarre ton truc, c'est quoi? Ça veut dire quoi être là? Ben ouais, ça veut dire, en fait, c'est pas une question de temps nécessairement, c'est une question de disponibilité. Et en fait, c'est pas parce que tu passes un temps fou avec quelqu'un que tu seras forcément plus à même de comprendre ce qui se joue. Parfois, dans une relation très courte, on va avoir cette énorme disponibilité à l'autre qui fait qu'on va avoir le sentiment d'être vraiment là. Et eux, ils disent, là, dans celui à Cascabar, le problème dans l'éducation, c'est qu'on est avec les enfants, mais on n'est pas vraiment là. Alors, ça pose plein de questions, hein. Tout ça n'est pas si simple, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis, ça nous fait réfléchir aussi, nous, dans les métiers de l'accompagnement, sur le rapport entre temps et disponibilité. Parce qu'à chaque fois, on dit on manque de temps. Moi, je pense que, oui, parfois, on manque de temps. Ça, c'est sûr. Parfois, c'est impossible de gérer un truc où tu as 50 000 trucs à faire, etc. Mais parfois, on a trop de temps. Je ne dis pas trop ça, parce qu'après, je ne me fais pas des amis. Mais ce que je veux dire, si je le dis de manière un peu caricaturale et vraiment en étant très extérieur, donc c'est facile pour moi de le dire. Bon, moi aussi, j'accompagne des gens, mais pas professionnellement au quotidien. Parfois, tu le sens. C'est trop de temps, en fait. Tu as besoin, au contraire, qu'il se passe quelque chose, de créer un nouveau lien, d'avoir plus de disponibilité. Enfin, je sais pas, dit autrement, parfois, avec la personne que tu aimes, ton compagnon, ta compagne, tes enfants, tu peux passer beaucoup de temps et en fait, tu sens que tu n'es pas là, quoi. Et puis, à un moment donné, tu vas rencontrer
je sais pas moi, un amant, une amante, et puis hop, tu vas avoir une relation, tu vas l'avoir très 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 peu, mais là tu vas avoir une disponibilité incroyable à l'autre. Voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez de l'image, mais... Et pourtant, quand on est en face de vous, on est dans une grande disponibilité. Donc cette question de la rencontre et de suspendre son jugement, elle vient nous interroger dans notre capacité à être disponible à l'autre. Alors évidemment, tout ça ne se commande pas, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Et en tout cas, peut-être ça nous fait relativiser les éternels débats sur trop de temps ou pas assez de temps, même si moi aussi, je lutte pour que les gens aient plus de temps, la plupart du temps. Ouais. Mais parfois... je me dis que ça nous piège nous-mêmes et que finalement ça nous enferme dans quelque chose qui nous empêche aussi de trouver d'autres solutions. Donc la question de suspendre son jugement, le sage est sans idée. Donc le sage est sans idée, vous l'avez compris, c'est pas le sage n'a pas d'idée, c'est le sage sait suspendre ses idées premières pour justement entendre et rentrer dans une relation. Dans une relation justement, et c'est là l'enjeu central, dans une relation authentique. Et le mot a un sens, authentique. Hein. Authentique, ça veut dire, étymologiquement, ça vient de la question d'être auteur. Vous voyez ? Et là, j'avoue que j'ai quand même une tendance à toujours répéter la même chose, mais moi je trouve que cette question qu'on nous assène tout le temps de dire aux gens, il faut que vous soyez acteur. Tu sais, sois acteur de ton projet, c'est important d'être acteur de ton projet. Oui, bien sûr, c'est important, mais on le sait tous, on peut être acteur. La métaphore est simple, hein, c'est la métaphore du théâtre. La personne qui joue un rôle, elle n'a pas forcément écrit son rôle. Donc moi, souvent, même d'ailleurs pour avoir filmé dans des audiences, j'entends les juges dire oui, c'est important que vous soyez acteur, voilà, ou dans des bureaux de travailleurs sociaux, il faut vous approprier les choses. Mais ok, mais être acteur d'un rôle qu'on n'a pas écrit, c'est désagréable. Oh, ça peut être agréable, mais quand on a l'impression qu'on veut nous faire aller dans un endroit qu'on n'a pas choisi, c'est sûr que là, on se dit, mais alors on le dit pas forcément comme ça, mais l'enjeu c'est pas d'être acteur, c'est d'être auteur d'abord. Rendre à chacun la capacité d'être auteur de sa vie, c'est-à-dire j'ai choisi ça, c'est ça que j'ai envie d'écrire, et c'est comme ça que j'écris mon passé, c'est comme ça que j'ai envie d'écrire mon futur. Essayer de faire ça, ça revient à la question qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors évidemment, là encore, ça peut paraître des mots, mais si on prend au sérieux ça, ça modifie quand même beaucoup de choses dans notre comportement, et surtout, ça évite cette espèce de métaphore là, récurrente d'être acteur. D'abord, permettant aux gens d'être auteurs, et puis ensuite, on verra s'ils ont envie de jouer à ce jeu-là, enfin, de prendre ce rôle-là, de l'incarner. Voyez ? Donc, il me semble que la question de la rencontre authentique, c'est la rencontre des auteurs. Hein, et du coup, ne soyons pas complètement naïfs, il s'agit d'exister en tant qu'auteur. En tant que professionnel, on a aussi notre histoire, et la question après, c'est comment on rentre en dialogue avec l'autre. Mais être auteur plutôt qu'acteur me semble quand même quelque chose d'important. Alors, on va écouter une petite vidéo d'un film que j'ai fait il y a un certain temps maintenant, c'est un petit film sur ça dure 1 minute, hein, l'extrait. C'est une entreprise suédoise d'insertion d'anciens toxicomanes et du coup qui dans un lieu un peu particulier, et du coup ce sont des ex-toxicomanes qui sont le bureau le conseil d'administration est constitué quasi exclusivement d'ex-toxicomanes. Il y a à peu près 200 personnes, et donc ils ont une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire aider et qu'est-ce que ça veut dire. Alors leur leitmotiv, c'est la question de l'empowerment, c'est-à-dire du pouvoir d'agir. Mais du coup, c'est intéressant, là, d'entendre cette présidente, qui est une ancienne toxicomane, qui a passé 15 ans à la rue, et qui nous parle de la question de qu'est-ce que c'est pour elle accompagner. You can just tell people that I hope you do another choice. If you do another choice, I will be here to help you. But you can't disqualify other people's choices. Because if I choose to, I said, I will go this way, and you say, no, you should go that way. I said, no, I will go this way. And then I go this way, and then I get lost. Do you think I'm going to call you and tell you, hey, I'm lost? No, because then you are going to say, what did I tell you? You shouldn't have gone that way. But if I say, I go this way, and you say, okay, that's your choice. But if you need any help, please call me. If you don't disqualify the choice,
then I will be able to call you and say, shit, I'm lost here. Can you help me? Do you understand? Yes. So that's why you shouldn't disqualify. Even if you feel that that's a bad choice, you shouldn't, tell people that, oh, that's a bad choice. Because then you close the door for them to come back to you to ask for help. Le petit mot de Namou, donc la présidente. Vous voyez que. Ça vous parle? Ouais, c'est assez. Alors, moi, je me méfie. Je trouve que dans l'accompagnement, il faut se méfier des recettes. Donc là, elle nous dit une recette, et en sens, moi, je pense qu'il faut l'entendre comme un conte. C'est-à-dire, ouais, imaginons cette direction. C'est-à-dire, imaginons ce que ça veut dire de vraiment se dire, d'un point de vue même pragmatique, ça sert à rien de toute manière de vouloir te faire aller là si tu veux aller là. Après, la vie est complexe, parfois évidemment, avec des enfants en bas âge, avec tes propres enfants, etc. Et parfois tu te dis, bah non, non, je t'interdis. Bien sûr, mais quand même, je trouve que c'est intéressant à entendre comme une tendance. La tendance, c'est qu'on sait bien que l'autre nous échappe et qu'il faut accepter qu'il nous échappe. Mais continuer à dire, mais va par là, mais si tu veux revenir, tu peux venir me voir. On le sait par expérience que c'est ça qui fonctionne, mais ça veut dire aussi, d'un point de vue organisationnel, évidemment, des prises de risque. On y reviendra, mais la question de la prise de risque, elle est fondamentale. Sans prise de risque, c'est la réponse qui consiste à dire on va protéger les gens contre eux-mêmes et on va les enfermer, parce que parfois c'est comme ça, même qu'en EHPAD, par exemple, dans des unités Alzheimer, on enferme les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des sécurités, évidemment. Mais c'est un questionnement, c'est-à-dire jusqu'où, au nom de la protection, on se prive de la possibilité de vivre. Parce que vivre, c'est continuer à prendre des risques. Et dans l'éducation, tout le monde le dit, c'est-à-dire quand même, c'est parce que je prends des risques, c'est parce que j'essaie des voies que je me découvre et que je découvre le monde. Donc du coup, la question qu'elle pose, c'est de dire, bah, tu veux aller là, au fond, quelle possibilité j'ai de t'en empêcher? Aucune, à part te dire tu peux revenir. Et ça, évidemment, si on prend à la lettre cette question-là, et si on essaie d'appliquer ça, c'est vertigineux. C'est vertigineux pour les organisations, parce que c'est tout un rapport à la responsabilité qu'il faut repenser, et c'est vertigineux d'un point de vue émotionnel, quand on aime quelqu'un, d'accepter de le voir partir et de le voir prendre des risques. C'est-à-dire avec les gens que t'aimes, quoi. Enfin, donc d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, ça pose plein de questions, en fait. C'est facile à dire, difficile à mettre en œuvre, mais passionnant quand on essaye vraiment de le faire le plus possible. Et donc, du coup, pour terminer, sur cette question de la rencontre, évidemment, ça pose une autre question, j'en parlais tout à l'heure, la juste proximité, la bonne distance. Depuis quelques décennies en France, pas partout, mais on est obsédé par cette question de la bonne distance. Je ne sais pas d'où elle sort, mais alors vraiment, en fait, je m'étonne parce que, en fait, quand je croise des professionnels, ils me disent tous, oh, mais non, mais de toute façon, c'est pas possible dans mon quotidien, etc. Mais c'est ça qu'on m'a dit. Quand je dis, mais qui t'a dit de faire ça? C'est pas très clair. Donc moi, je ne sais pas d'où ça vient. On me dit souvent, encore dans les écoles de formation, moi, j'y enseigne plus, mais peut-être, alors c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme un truc qui se prolonge et tu ne sais plus qui l'a dit, quoi. C'est un truc, une espèce, voilà, on se souffle d'oreille à oreille. Bon, déjà, la première chose, c'est de se demander d'où ça vient et quelle est l'interdiction, en fait. Alors, évidemment, après, moi, je le vois dans certains départements, dans certains lieux où je travaille, des gens qui sont vraiment punis parce que, je sais pas, pendant le confinement, un éducateur me racontait qu'il avait été blâmé parce qu'il avait proposé d'accueillir un enfant chez lui. On lui dit ah non, ça va pas, c'est pas ta place, c'est pas ton rôle, etc. Donc dans les faits, effectivement, parfois il y a des vraies sanctions qui, à mon avis, sont interrogées. Donc il me semble que je vais essayer de dire les choses simplement. C'est une question d'amour. Alors évidemment, on dit oh l'amour, c'est compliqué. Bon, l'amour, évidemment, c'est compliqué parce qu'on a un mot dans la langue française pour parler de réalités qui sont énormes. Enfin, je veux dire, est tellement nuancé. C'est tellement binaire de dire j'aime, j'aime pas. Évidemment, il y a plein de cultures. Les Grecs, par exemple, ils différencient l'éros. Vous voyez ce que c'est, le philia, qui serait l'amour du proche, celui qui est proche de toi, c'est l'amour qui peut être de compagnonnage, mais de celui qui a un visage et avec qui tu vis. Et puis
puis l'agapé qui serait l'amour universel, l'amour inconditionnel parce qu'on est tous des frères, tous des sœurs. Maintenant on parle de sororité, hein, c'est très important, en lien fraternité. Bref, et cet amour universel, voilà, on sent bien qu'il y a plein de réalités de l'amour différentes. Donc il s'agirait d'en parler de l'amour plutôt que de se dire on n'est pas là pour s'aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas là pour s'aimer? En tout cas, je constate que quand je demande aux professionnels qu'est-ce qui fait le sens de ton métier, tous me répondent la relation. Et c'est quoi la relation? C'est d'être en lien. C'est quoi d'être en lien? C'est d'être attaché d'une manière ou d'une autre. En fait, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment avoir conçu ça de manière abstraite dans un bureau pour dire ah oui, tu es là pour garder ta bonne distance. Quand tu dis ça aux gens, alors les soignants par exemple en EHPAD, c'est fou ce que ça leur fait comme mal, parce qu'en plus c'est un milieu encore plus hiérarchisé. Ils disent en fait j'ai l'impression que si j'aime la personne, je vais mieux réussir à faire mon travail parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que je puisse le soigner. Mais je me sens coupable parce que j'ai l'impression d'être un mauvais professionnel, parce qu'on m'a dit que j'étais pas à la bonne place. Et si j'applique la règle d'être à la bonne distance, j'ai l'impression que je suis un bon professionnel parce que j'applique bien la règle, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à faire mon métier. Waouh, c'est pas possible. Faut arrêter en fait. Faut arrêter de se raconter des histoires en fait. Et à un moment donné, oui, on a besoin d'être en lien, on a besoin d'être attaché. La question c'est quelle attache avec l'autre. Oui, on a besoin. Moi, j'ai vu des lieux où on me disait t'as pas le droit de pleurer quand quelqu'un meurt parce que tu prends la place de la famille. Mais vraiment, non mais je dis pas parce qu'en fait j'ai des trucs hallucinants. Mais donc, revenir à cette question de oui, l'amour, l'amour, allez, j'ose le terme, l'affection, l'attachement, c'est d'abord une chance. C'est d'abord la chance de faire bien son métier et d'accompagner. Et parfois, c'est un problème. Eh bien, quand parfois c'est un problème, il faut avoir une réponse en équipe, dire attends mais là tu déconnes, là c'est trop, là on est débordé, et là à ce moment-là tu réagis. Mais la réponse elle est a posteriori, elle n'est pas a priori, elle peut pas être une règle, elle peut être juste à un moment donné une régulation a posteriori. Mais c'est ça un peu ce qui nous guette, je crois. Enfin il me semble, c'est de poser des règles pour répondre à des situations marginales. Une fois sur 100. Une fois sur 500, ça pose un problème, ça a créé un problème, ok, on va faire une règle pour tout le monde. Donc en fait, tu punis les 99 autres qui n'ont rien demandé, qui sont très contents et avec qui ça se passe très bien dans la relation, tu punis tout le monde parce qu'une fois sur 100, ça se passe pas bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même un biais de raisonnement qui me semble hallucinant. Notre enjeu, c'est de tenir bon. Si ça se passe bien 95% du temps dans cette relation d'engagement, c'est ça la règle générale, c'est ça qu'il faut valoriser. Et puis les 5%, il faut y être attentif pour pas justement créer de troubles trop grands. Mais arrêtons de construire des modèles d'organisation basés sur la réponse à des cas marginaux. Et c'est pareil sur la question de la protection. Tu as une fois une agression, voilà, c'est bon, maintenant on punit tout le monde, on doit rester à distance et on met des trucs, des barrières. Enfin, à un moment donné, on est en train de devenir fou au nom du fait de répondre, de baser notre organisation sur la réponse à des cas marginaux. Vous voyez ce que j'essaie de dire ? Donc l'attachement, c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est bien, quoi. C'est joyeux, c'est la vie, c'est la joie. Enfin, c'est la joie aussi, la joie d'être en lien avec l'autre. C'est quand même d'abord une grande joie avant d'être un problème. Et après, rappelez-vous de la fable de Schopenhauer sur les hérissons. C'est 2 hérissons qui ont très froid. Et comme ils ont très froid, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et alors, quand ce sont des hérissons, ils se piquent. Et donc du coup, hop, ils s'éloignent un peu, mais à moins loin, mais ils ont encore un peu froid, donc ils se rapprochent, etc. Et c'est par cette espèce de jeu qui fait qu'à un moment donné, ils arrivent à être au bon endroit pour ne pas se piquer et ne pas avoir froid. Et c'est ça l'enjeu, c'est par tâtonnement trouver une place qui nous semble juste, mais chercher d'abord le rapprochement avec l'autre. Et on peut se le dire, c'est une question existentielle, c'est pas une question professionnelle. C'est une question que vous rencontrez avec vos amis, avec les personnes, avec vos amants, avec votre directeur général, avec la question, elle est perpétuelle. La question de comment d'abord j'accueille la joie d'être avec l'autre et puis ensuite j'essaie de trouver par tâtonnement quelque chose qui me semble juste. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, professionnels en tout cas, et même dans la vie, qui passent du temps à vouloir se protéger à tout prix
à tout prix contre cette joie-là, c'est les gens qui se protègent et qui en font un dogme. Moi, c'est tous ceux que je vois en burn-out après. C'est tous ceux qui tiennent pas parce que c'est trop dur. Parce que si tu t'amputes de la chose la plus belle, c'est pourquoi tu es là, c'est-à-dire la capacité à aimer et à être en lien avec l'autre, eh bien, en fait, tu tiens pas. C'est pas possible de tenir. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu passes ta vie à te protéger, tu finis par être fatigué. Psychiquement, la rumination, c'est la chose la plus terrible. Donc voilà. Bon voilà, ça fait ce que vous voulez. Et donc la culture de la juste proximité, vous l'avez compris. Quand je dis culture de la juste proximité, je dis pas que il s'agit pas de dire que l'institution doit obliger les gens à être proches. Et l'institution ne pourra jamais dire aimez-vous les uns les autres. Mais elle peut le permettre, elle peut le faciliter. Qu'est-ce que c'est une institution qui favorise ça, qui souffle sur les braises quand elles existent, plutôt que celle qui vient punir, qui vient empêcher? Voilà la question qui nous est posée. Évidemment, il serait naïf et un peu débile de dire que l'institution doit dire aimez-vous. Mais par contre, quand il y a de l'amour, qu'est-ce que l'institution en fait? Ça, voilà, c'est la réponse collective à laquelle on peut réfléchir. Alors, mais en fait, je parle trop. Hein. Aïe, aïe, aïe. On va écouter un autre extrait. C'est un film que j'ai tourné. Donc, il est sorti en 2020. C'est un film sur 4 éducateurs en protection de l'enfance que j'ai suivi pendant 1 an. Le film s'appelle À tes côtés. Et là, j'aurais bien aimé vous faire écouter cet extrait d'une jeune et une éducatrice qui réfléchissent à la question de l'attachement entre elles. Voilà. C'est Élise et Cordélia. Ça marche. Tu peux raisonner en termes de mission à un moment donné. Mon rôle est de protéger, je mets en place l'étayage possible avec les moyens que j'ai pour protéger ce jeune-là. Maintenant, quand tu vas aimer quelqu'un, quand tu vas lui apporter une certaine considération, je pense que tu es plus efficace en fait, tout simplement. Tu as plaisir à voir cette jeune-là, donc c'est plus facile pour toi de la recevoir sur le secteur, c'est plus facile pour toi d'aller déjeuner avec elle. Elle s'est inscrite au truc là, comment ça s'appelle? Même ça à partir de 16 ans. Mission locale. Mission locale. Tu protèges même si tu te rends compte que la direction que le jeune prend, elle n'est pas forcément celle qui va être la plus simple pour lui. Même si ça génère chez toi de la colère ou de la frustration parce que tu es convaincu qu'il va tomber, et ben tu restes à côté de lui et tu l'accompagnes, bien sûr. Le problème, c'est que quand l'enfant se trompe ou quand l'enfant échoue, bien trop souvent les professionnels, ils le vivent comme un sentiment d'échec personnel. Si t'aurais pas été là, en vrai, je crois que je serais morte depuis. Depuis le temps, là, il m'aurait arrivé plein de trucs. C'est vrai en plus. Ah, je me rappelle quand j'ai fugué de Paris de service. Et pourtant, je suis pas là avec toi tous les jours. Pourquoi je te fais confiance, c'est vrai ça? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps ensemble Ouais. au début de la prise en charge. Ah Des ouais, temps compliqués. quand j'étais dans le bureau pendant 5-6 heures là, parce que vas-y, j'avais. Soit j'étais virée, soit j'avais fugué. Oh là là, j'étais chiante, putain. J'étais une migraine. Donc c'est quoi qui te donne ce sentiment d'être protégé? Mais je sais pas, c'est. Quand t'aimes pas quelqu'un, tu peux pas le protéger. Parce que tu t'en fous un peu en vrai. Alors que quand t'aimes quelqu'un, tu vas tout faire pour qu'il soit bien, pour qu'il manque de rien, pour qu'il soit en sécurité. C'est vrai, c'est logique. Donc aimer, c'est protéger. Bah oui. C'est la base. Bah oui. Quand t'aimes pas quelqu'un, tu peux pas le protéger. Déjà, de base. Enfin, vous travaillez avec des jeunes, donc si vous aimez pas les enfants ou vous aimez pas les jeunes, travaillez pas avec des jeunes, quoi. Enfin, aller travailler dans une boulangerie ou dans un Franprix, je sais pas moi. C'est vrai. Voilà, Cordélia. Bon, je n'évoque pas, enfin. Alors évidemment, je vous prends pas en otage. Évidemment, j'en aurais pu trouver des jeunes qui disent autre chose et des professionnels qui disent autre chose. Mais quand même, moi, j'entends beaucoup ça une fois que les énergies se libèrent un peu et qu'on sort du discours, justement.
La deuxième question, c'est la question, une fois qu'on a parlé de cette histoire de rencontre, il y a la question de ressourcer. Donc ça aussi, c'est un enjeu pour moi assez fondamental. Et j'aime bien rentrer par une question simple. Je vous disais, la première question de la rencontre, c'est la question de qu'est-ce qui est important pour toi. D'abord, poser cette question. La deuxième question, quand on parle de la question des ressources, de partir des ressources, je dirais qu'elle est assez simple aussi. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà. Là aussi, ça peut paraître une question un peu naïve, surtout quand on a affaire à des gens qui parfois sont cassés, ont du mal à exprimer. Donc c'est ça aussi, tout l'art, on y viendra après, mais peut-être on peut y venir maintenant. Tout l'art qui me semble important, c'est que c'est l'art d'accoucher des ressources de l'autre. C'est une espèce de maïeutique des ressources de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Maïeutique, c'est Socrate qui disait ça pour dire l'art d'accoucher les âmes. Bref, donc il ne s'agit pas de dire, si je vous demande, vous, là, n'importe qui, alors qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes ressources dans la vie, je suis sûr que vous êtes là, je sais pas, et je ne vais pas en conclure tout de suite. Alors on voit bien quand même que c'est quelqu'un de très fragile. Je vais me dire, c'est peut-être, c'est difficile. Hein. Donc c'est difficile de faire accoucher les gens de leurs ressources. Parce que parfois c'est confus, parce que parfois c'est des désirs contradictoires, etc., etc. Donc moi je ne suis pas en train de dire, on va demander aux gens ce qu'ils aiment faire, on va partir de ça, ça va être simple et c'est bon. Je dis juste qu'on passe énormément de temps à chercher les problèmes des gens, à comprendre leurs problèmes et à comprendre d'où vient le problème, ça on aime beaucoup, c'est-à-dire de remonter pour savoir, parce qu'entre l'arrière-grand-mère et la grand-mère il s'est passé un truc, etc. Bref, génogramme. Non mais bref, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire encore une fois, hein, mais on passe énormément de temps. Même, pour le coup, sans vouloir caricaturer, moi j'ai vu beaucoup de réunions qu'on appelle pluridisciplinaires, où on se met autour de la table avec en fait un peu le même langage, et puis au bout de 2 heures, on est content, on a compris d'où ça venait chez la personne. Je ne dis pas que ça apporte rien. Mais je dis que simplement, à un moment donné, et si toute cette énergie-là, on renversait, on disait, mais on passe 1h30 sur les 2 heures à essayer de savoir qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses ressources, et après, le temps qui nous reste, on le consacre à réfléchir à la question du problème. Renverser la logique. Donc, il me semble que ça, c'est toujours, ce que je dis toujours, c'est qu'on a beau savoir que le mur, il fait 10 mètres de haut ou 15 mètres de haut, si tu n'as aucune prise pour le grimper, ce mur, à quoi ça sert ? Vaut mieux d'ailleurs pas savoir qu'il fait 15 mètres ou 20 mètres et qu'il est énorme. Et l'enjeu, c'est que comment tu trouves une prise pour monter un mur? C'est le désir, c'est la ressource. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? C'est pas parce qu'on te dit que tu as besoin de quelque chose, c'est parce que tu retrouves du désir, tu retrouves de la joie, de l'envie. Et donc, du coup, là encore une fois, on peut en faire une dimension morale, de se dire « Ah oui, c'est bien d'entendre ce que les gens savent faire parce que quand même, ils ont de la valeur. » Oui, moi je crois que tout le monde a de la valeur, y compris la personne... par exemple, le parent qu'on a désigné comme étant le mauvais parent, etc., etc. Je pense que continuer à avoir en lui une source de valeur, c'est fondamental. Alors, c'est peut-être une question morale, une question de principe, mais je crois que aussi, c'est une question pragmatique. C'est-à-dire, quand tu donnes de la valeur à l'autre, quand tu cherches avec lui quelles sont les prises qu'on peut trouver pour grimper ce mur, évidemment, tu t'en sors mieux. Tu t'en sors mieux aussi en tant que professionnel. C'est-à-dire tu te mets moins dans une situation d'impuissance. Donc, je crois que là aussi, ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de ah là là, les gens, ils sont quand même très bien. C'est aussi, comme la question pratique, c'est qu'est-ce qu'est l'accompagnement? Et donc, du coup, ça nous pose cette question de trouver avec lui ses ressources et ses désirs. Donc, qu'est-ce que serait un métier qui chercherait à se former dans le diagnostic des ressources plutôt que le diagnostic des problèmes? Voilà, ça me semble un chantier. Alors qui ouvre plein de questionnements, hein. Mais je trouve que si on se réfléchissait partout, là, dans chaque structure, maintenant on va faire ça. Mais ça marche avec les professionnels. Moi je trouve qu'on a fait tous les endroits où j'ai vu, on fait des bourses de compétences, qu'est-ce qu'on sait faire les uns les autres. Dans les MEX, on va voir les parents, on leur demande à tous, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire. Et en fait tu te rends compte que les gens ils font des trucs. Et en fait, ça change complètement ta manière d'accompagner. Par exemple, dans les visites médiatisées, pour prendre cet exemple-là, en protection de l'enfance, moi, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, alors, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, comme on a tellement méprisé l'animation, l'art d'animer, et qu'au nom de l'éducatif, c'est-à-dire, nous, on éduque, nous, on parle, et puis vous faites de l'animation. On n'a plus
médias, en fait. On n'a plus de matière pour penser avec les autres, pour partager le pain avec les autres. Je vous rappelle que accompagner, ça veut dire partager le pain. Dit autrement, ça veut dire être copain. Mais donc du coup, on s'est coupé de cette matière-là. Il faut retrouver de la matière, c'est-à-dire du monde à mettre en commun. Une visite médiatisée, pour reprendre ma question, la premier truc que tu demandes aux parents, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire? Toi, tu sais faire des chaises, t'es bon en menuiserie, la prochaine fois, tu viens avec ton gamin, on va construire une chaise. On va arrêter de te mettre dans une situation. Essayez, vous, de voir vos enfants une fois par mois. Et essayez juste cette expérience-là, d'arriver avec quelqu'un qui vous regarde, plus ou moins avec bienveillance. Je ne dis pas que vous êtes en train de leur dire... mais quand même, il y a quelqu'un, quoi. Et puis, vous devez avoir, pendant 1 heure, une relation avec votre enfant en parlant. Essayez. Bon courage. Et en plus, vous partez, et les gens disent il a encore amené des bonbons. Enfin, je trouve que c'est assez pauvre, quand même. Et tu te dis, putain, merde, on est gonflé quand même. Tu vois, enfin, et donc du coup, la question de remettre du savoir-faire, c'est ça, c'est dire, toi tu sais construire une chaise, on va construire une chaise, et tu te remets en plus la personne, le parent, dans une position où il a quelque chose à transmettre, quoi. Et on arrête de penser que tout se joue dans la parole, parce que nous, on a grandi dans la parole et qu'on passe notre temps à parler, et que quand tu te balades dans le parc, moi je suis parisien, désolé, quand tu te balades, je sais pas moi, dans un parc parisien à Montsouris, tu entends toujours Gaspard, viens ici. Gaspard, je te le dis une fois. Non, pardon. Gaspard, je te le dis une fois. Je te le dis 2 fois. Je ne te le dirai pas 3 fois, Gaspard. Je te punis, Gaspard, mais tu sais pourquoi je te punis. Est-ce que tu sais pourquoi je te punis, Gaspard? Tu le sais pourquoi je t'ai puni cette fois. Voilà, ça c'est notre monde. Très bien. Mais c'est pas le monde de tout le monde. Et du coup, je pense qu'avoir une réflexion aussi sur la forme et aussi sur comment on part de ce que les gens savent faire, il me semble que ça serait de nature à nous aider les uns les autres. Et du coup, on pourrait se dire que le défi que ça pose aux institutions, ce serait une culture du pouvoir d'agir. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais envie de le développer de 2 sens, la culture du pouvoir d'agir. J'aurais envie, du point de vue des gens qu'on accompagne, il est urgent, alors là pour le coup je ne vais pas prendre de pincettes, il est urgent de laisser plus de place aux personnes qu'on accompagne. C'est facile à dire, ça mérite d'un travail de broderie pour le faire bien, mais laisser plus de place, ça ne veut pas uniquement... Alors évidemment, vous savez, en participation, on distingue plusieurs types de participation. Tu peux informer, tu peux consulter, tu peux co-construire, tu peux co-décider. Dit autrement, je peux vous réunir et vous dire nous avons décidé de marcher sur la Lune. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris cet exemple. Et vous allez me dire, ah oui, très bien, je vous ai informé. Et puis après, on peut se dire, on a décidé de marcher sur la Lune, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Puis vous avez donné votre avis, je vous ai consulté. Et puis après, je veux dire, moi j'aimerais bien qu'on marche sur la Lune, et les autres en pensent quoi? Ah non, moi je préférais aller sur Mars. Ok, on va commencer. Je me perds dans un exemple complètement débile, mais ouais, très bien, Mars, la Lune, etc. On va co-construire, peut-être qu'on ira au milieu sur Vénus, je sais pas. On co-construit. Et puis après, la logique encore plus haute, qui est pas du tout dans celle dans laquelle on est, c'est qu'on co-décide. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, en fait, on va choisir d'aller sur Vénus, mais on le décide ensemble. Tu le décides pas une fois qu'après tu vas te réunir avec d'autres professionnels pour décider, ah oui, on a dit ça, et maintenant qu'est-ce qu'on décide? Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières d'exprimer et de permettre aux gens de s'exprimer. Et qu'il est, à mon avis, dommage de se limiter, évidemment, au premier stade de la participation. Allons plus loin, soyons plus audacieux. Et il y a plein de manières dans le quotidien, il ne s'agit pas de se rajouter du travail, dans les synthèses, que les gens soient présents, tout le temps, systématiquement. Parler des gens sans les gens, c'est quand même un truc bizarre. Qui ici, je sais que c'est un peu démagogique de dire ça peut-être, mais qui ici voudrait qu'on parle de sa vie sans lui, et puis qu'on décide, et puis qu'après on t'invite, tu sais, on t'invite un quart d'heure, puis après les grands ils vont parler ensemble de ta vie. Il y a un truc un peu... Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment on le fait. Parce qu'il est aussi parfois pire d'inviter des gens, de les mettre en position de dire on vous écoute. Puis tu sais, tu as tous les autres qui sont là et qui sont tous des professionnels avec un langage qu'on ne comprend pas. Et on dit allez. Et puis on dit ça, c'est la partie. Mais non, en fait, parce qu'il faut créer les formes
les bonnes formes de la participation, qu'il faut imaginer des formes qui non seulement permettent aux gens de parler, favorisent leur parole, mais que cette parole soit prise en compte. Vous savez, c'est tout un processus qui demande une vraie réflexion, et on voit bien que si on fait qu'un bout du chemin, on se perd. Ça marche pas. Ça marche pas. Et je vais vous montrer justement un exemple tiré du même film, d'un exemple de participation. Alors là, un jugement, c'est encore autre chose, mais qui, à mon avis, est un bel exemple de ce qui ne marche pas. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, mais j'ai oublié de vous montrer l'extrait d'avant. Bah, c'est pas grave, alors je vais vous montrer l'extrait d'après. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à l'année qui s'est écoulée, par rapport effectivement à tout ce qu'on avait échangé, la dernière audience, où est-ce qu'on en est? Au début, c'était un petit peu compliqué pour nous. Hein. Et maintenant, un truc, le recul, là, moi qui est là, hein, je trouve que c'est un bien. Alors ça, c'est une grosse évolution, parce que la dernière audience, c'était compliqué, mais c'est aussi parce que aussi monsieur était là. Je crois que des fois, voilà, hein, l'échange n'est pas le même quand monsieur est là. Alors, les problèmes. Mon mari, il va à l'alcool, ça c'était sûr, il y avait un problème. Maintenant, il fait des gros progrès, il va chez Addiction. Donc il fait plein de mis en place des soins, et ça c'est important. Il reste qu'il y a encore des consommations d'alcool, hein, et que monsieur minimise, en fait, ce qui m'inquiète, les conséquences que ça peut avoir. Il ne voit pas en quoi ça peut avoir des conséquences. Or, quand vous parliez des difficultés, il y avait aussi beaucoup de violence. Oui, des violences. Hein. Alors, je vais donner la parole peut-être à tout le monde pour qu'on fasse un point sur chacun des enfants, hein, un par un, sur leur quotidien. On a eu le groupe, on a eu 5 enfants. Pendant plus d'1 an, avec des places bien particulières. Je pense particulièrement à Sonia, qui était, on vous l'expliquait tout à l'heure, un peu qui avait le rôle un peu de la maman. Alors le souci, c'est que Madame Belin manque de confiance en elle. Donc là-dessus, on travaille aussi pour essayer de la rassurer. Et puis dans l'acceptation du retour sur l'unité le dimanche soir. Et puis certaines sérénités au long de la semaine, l'attendait avec impatience de voir à l'évolution, aux relations du coup parents-enfants, puisqu'on en a un appris, donc on va essayer de tout va bien, tout se passe bien, il faut pas relever. Et Denis, c'est ça. Je ne peux pas oublier en tout cas de souligner, parce que souvent on se focalise sur les choses qui fonctionnent un peu, mais que monsieur et madame Belin, quand même depuis 1 an, sont présents, ils sont prêts à l'euphorie, un petit peu exagérée, et puis passer ensuite dans des phases plus ternes, où elle peut être dans une forme de tristesse, mais globalement elle va de mieux en mieux. Madame Belin, je pense, n'était pas armée pour se défendre de quoi que ce soit. Elle n'était pas en position d'ailleurs de pouvoir trop dire quelque chose. Je ne me mets pas à sa place en me disant mince, comment je serais avec tous ces gens-là. Je pense que je me barrerais. Enfin, tu vois, j'aurais pas envie. Je sais même pas si je serais capable de me défendre de tout ce monde-là. Du coup, je partirais. Enfin, je sais pas, tu vois, mais j'essaierais de faire un truc, mais sur le moment, en tout cas, je fais pas. Je me mets pas à sa place, quoi. À quel moment tu vas te décider pour te dire là c'est bon, ils ont assez cheminé, ils ont fait quoi pour que ça fonctionne. À quel moment j'aurai assez d'éléments pour dire au juge les enfants peuvent rentrer. C'est là, je trouve, où des fois on a une façon de voir les... Je suis persuadé qu'à partir du moment où effectivement tu rentres dans le fonctionnement de la protection de l'enfance, c'est très compliqué d'en sortir. On a l'impression que c'est se justifier, mais c'est au-delà de ça, quoi. On a l'impression que c'est vraiment compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, la décision de placement est prise, il y a des inquiétudes avant. Quand est-ce que la famille pourra me garantir que les enfants peuvent revenir à la maison, peuvent grandir dans de bonnes conditions? C'est quoi les bonnes conditions? Alors, il y a 2 moments. Il y a le moment sur la réflexion sur à quel moment on peut sortir d'un système quand on y est entré. C'est-à-dire à quelles conditions aussi je peux avoir accès aux ressources de l'autre suffisamment pour lui dire OK. Bref, ça c'est une énorme question. Mais il y a premier moment, je ne sais pas, ça vous a parlé le premier moment ? En fait, en filmant ce moment-là, vraiment j'avais en tête un truc assez bête, c'est que je me dis mais tout le monde individuellement est très bienveillant. Et vraiment, je le pensais. Mais la situation est hyper violente.
Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça sur la question du pouvoir d'agir et de la participation. C'est qu'il ne s'agit pas de dire uniquement, voilà, elle était là, elle pouvait parler, elle avait l'occasion de parler, mais allez-y, vous essayez de parler avec 8 professionnels qui ont tous un regard d'expert sur votre enfant, qui vous parlent de la parentalisation. Ok, déjà il faut comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, c'est quand même une manière de transformer une hypothèse en thèse, parce qu'il y a 30 ans on disait c'est bien, tu vas t'occuper de tes petits frères et petites sœurs. Aujourd'hui on dit il ne faut pas prendre la place des parents, etc. Donc en fait, les gens ils essaient et on voit bien, moi ce qui m'a fasciné d'une certaine manière, c'est le regard de cette femme qui essaie de s'accrocher aux branches, qui essaie de comprendre ce qu'on dit. Donc l'enjeu c'est d'avoir un lieu où on se sent à l'aise pour parler, de se comprendre quand on parle, de parler le même langage. Tout ça, c'est aussi les conditions d'un pouvoir d'agir véritable et de ne pas être dans un jeu de dupes. C'est pour ça aussi que j'attirais votre attention dès le début sur la question posture-structure. Il ne suffit pas de dire moi je t'ai écouté et puis j'ai plein de bienveillance envers toi. Ça ne suffit pas. Parfois, il faut ensemble réfléchir, presque pédagogiquement, y compris avec des adultes, quelle est la bonne condition pour que la parole émerge. Voilà, c'est toute la réflexion sur la question du dialogue. Mais on n'a pas le temps d'avoir cette réflexion ensemble. Et c'est fini. C'est fini ? Ah non, ça revient. Et puis, tant qu'on est sur les extraits et sur la question des ressources, je vais vous remontrer, alors là, ça dure 1 minute, un petit extrait d'un directeur financier de Basta, vous vous rappelez le premier film qu'on a vu, donc un Suédois, et qui a, à mon avis, un propos que j'aime beaucoup sur la question de prendre en compte les ressources des gens. Je vous propose de l'écouter, et puis après, on en parle 2 secondes. The board of directors, it's a majority of ex-drug abusers in that. In the management, it's a majority of ex-drug abusers. And of course it's tough sometimes because not everyone has the typical education to be in that position, but we educate people to take responsibility and be able to do that, to manage this. But you also have to understand that, and I'm just painting it a bit black and white, an ex-heroinist is used when it knows how to find money when they are using drugs. A drug abuser knows to be innovative to get money. They are working nearly 24 hours per night or day to get money. They know how to work. They sometimes take risk, then they go to prison. But these are all elements that an entrepreneur must have. Willingness to work hard, willingness and being, of course, innovative, and taking risk. That's typical for an entrepreneur. Our mission is to just transform that to a legal side. So I think it's no problem to have ex-drug abusers in the management or in the board. No problem. They have skills. Alors voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est pareil, il faut le prendre comme presque une parabole en fait. Mais c'est, je trouve intéressant de se dire comment je peux m'évertuer à voir en l'autre d'abord ce qui fait ressource chez lui. Et là, voilà, évidemment, quand il le dit, ça paraît évident. Essayez, vous ici, de gagner 100 € par jour. Si vous n'avez pas de lieu pour dormir les mêmes chaque jour, si vous êtes à la rue, si vous êtes dans des conditions, essayez de le faire, de trouver des moyens d'être innovant, pour arriver, d'avoir du réseau, de travailler son réseau. Pour faire ça, je vous assure que vous allez avoir du mal. Donc l'enjeu de dire, mais en fait, ça, c'est d'abord quelque chose d'énorme qu'il sait faire, et comment je peux favoriser le fait qu'il puisse l'exprimer, c'est fondamental. Dans une autre partie du documentaire, il y a un éducateur, avant que le jeune, qui est un jeune PJJ, avant qu'il rentre à l'audience, le jeune lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et puis le jeune, il dit, moi, j'ai envie de construire, là, j'ai inventé un système de rails pour faire un travelling en reprenant des fils de la télé de ma grand-mère, et puis un vélo, etc. Enfin, il explique un truc hyper technique, hallucinant qu'il a réussi à faire. Et l'autre, il le regarde et dit, oui, c'est bien, mais c'est quoi ton projet de vie?
Et en fait, on creuse notre propre tombe, en fait. C'est-à-dire, en fait, si on n'est pas... Notre métier, c'est justement de transformer, c'est exactement ce que dit Lars, de transformer cette histoire de rail, de travelling, etc., de le prendre au sérieux, revenir à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu sais faire, de le prendre au sérieux, et à partir de ça, de tisser quelque chose qui a du sens et qui permet peut-être de s'insérer dans cette société-là, individuellement ou collectivement. Mais ce que je veux dire, à renvoyer l'autre dans des projets de vie qui sont d'une abstraction hallucinante, c'est hyper abstrait, un projet de vie, même quand on est adulte. Vous avez un projet de vie, vous? Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est vraiment tellement abstrait. Est-ce que tu es autonome? Il faut chercher ton autonomie. Vous êtes autonome, vous? Enfin, je veux dire, c'est tellement abstrait comme concept. Donc, il faut partir de ce que les gens savent faire concrètement. Et notre rôle, c'est de le traduire, ça, pour essayer d'en faire quelque chose qui s'inscrive durablement. Mais c'est pas d'imposer aux gens un concept abstrait. Autrement, on les perd, évidemment. Donc, j'aime bien. Donc voilà, prenons-le comme une parabole, pas comme une vérité. C'est-à-dire comme quelque chose qui nous fait réfléchir sur ce que ça voudrait dire de partir des ressources des personnes. J'avais envie de vous dire une dernière chose sur cette question sur la question du pouvoir d'agir, c'est que la question du pouvoir d'agir, je le fais rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une question qui est liée à la fameuse participation et que c'est quand même très important quand on travaille, mais avec n'importe quel type de public. Hein, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que... Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec notamment l'APEI, notamment dans le Nord d'ailleurs, Nord-Pas-de-Calais, sur sa question de la participation de personnes qui étaient en foyer de vie, c'est comme ça qu'on disait. En fait, c'était vraiment hallucinant. Donc, on a eu des groupes de travail, de recherche sur la question du pouvoir d'agir ensemble. On a fait des trucs vraiment chouettes. On est allé à Lens, par exemple. Je me rappelle de cette expérience. Je vous la raconte, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a le Louvre à Lens. Et on a dit, OK, on va se balader, on va faire le guide. Chacun dans le groupe va dire un tableau ou une œuvre qui lui fait le plus penser au pouvoir d'agir. Et là, il y a eu des choses absolument magnifiques. Une femme qui nous a dit, qui était en situation de handicap important, et voilà, elle a montré une Vierge Marie et pleuré, complètement empêchée dans son corps, et dit, voilà, pour moi, le pouvoir d'agir, c'est ça. Et du coup, après, on a réfléchi ensemble, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est aussi, c'est ça, c'est d'avoir de l'imagination pour se mettre en position de libérer le potentiel de chacun. Et ça nous appartient en fait aussi de cette capacité de celui qui vient permettre à l'autre d'exister pleinement. Et sur la participation, juste faisons quand même la différence entre agir pour soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est la chose la plus importante. Comment je peux être auteur de ma vie? C'est une chose. Donc mettre les gens en situation de pouvoir d'agir effectif. Ce qui me concerne. J'ai mon mot à dire partout. Partout. Et ça c'est central. Et on est la plupart du temps assez loin de cette réalité-là. Mais le pouvoir d'agir, c'est aussi comment j'ai du pouvoir d'agir pour et avec les autres. Pour moi, par exemple, je trouve que c'est hallucinant comment notamment dans les mecs, mais aussi dans tous les foyers, dans beaucoup d'endroits, on ne pense pas à la question de la contribution. On dit aux gens, à la rigueur, de quoi tu as besoin, voilà, comment je peux t'aider, mais à quoi tu peux contribuer dans ce monde-là? Comment tu peux être utile? Pour moi, la question de l'utilité sociale, elle est beaucoup plus opérationnelle que la question de l'autonomie. Enfin, je veux dire, on vit les uns avec les autres, on a besoin de se sentir utile, au sens, on a besoin de savoir que quelqu'un m'attend quelque part et a besoin de moi, que si je ne suis pas là, ce n'est pas la même chose que si je suis là. Tu le vois bien avec tes enfants, la question d'utilité, elle est claire. Je veux dire, si t'es pas là, quand ils sont petits, en tout cas, ils se débrouillent pas tout seuls. Mais je crois que cette idée, ce raccourci, qui est quand même très lié à la pyramide de Maslow, qui à mon avis nous a fait beaucoup de mal. Vous savez, la pyramide de Maslow, c'est l'hiérarchisation des besoins. D'abord, tu t'occupes d'être en sécurité, de bien manger, de machin, et puis après, tu penseras à ton épanouissement. Mais c'est quoi cette idée-là, en fait? D'où ça vient? Vous allez voir des SDF. Je vous conseille de regarder un très beau film qui s'appelle Au bord du monde, sur des SDF à Paris. Les gars, ils passent leur temps à te parler de la question de qu'est-ce que c'est une vie réussie. Ils passent leur temps à te poser la question de comment on peut aider les autres aussi. C'est pas parce que tu galères que tu ne te poses pas la question, un, d'une vie réussie, et deux, de quelle place j'ai, comment je peux aider les gens, comment je peux être utile moi aussi. D'ailleurs, quand tu vas pas bien, tu dis souvent, voilà, ça sert à rien, je sers à rien. C'est cette phrase, elle revient. Donc, permettre à chacun non seulement d'exister en tant que personne, mais d'exister. Exister, je vous rappelle, étymologiquement, ça veut dire sortir de soi.
sortir de soi, être avec l'autre, être en lien avec l'autre, être utile à l'autre. Et quelle que soit ta situation, même si tu galères, même si tu es à la rue, même si tu es cassé par la vie, je crois que ce besoin d'être utile à l'autre, il est fondamental. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que les gens puissent être en position d'être utiles à l'autre? Vous allez dans une maison de retraite, un EHPAD, c'est catastrophique. Jamais, voilà, ils n'avaient plus d'utilité. Après, on se dit, ah oui, ils se sentent un peu à l'écart. Bah, tu m'étonnes qu'ils se sentent à l'écart. Donc la question de mettre les gens en position de contribuer, elle me semble là aussi pas que idéologique ou moralisatrice, elle me semble pratique, parce qu'on la comprend tous dans notre être, que si à un moment donné on ne sert plus à personne, on n'a plus envie d'être là. Et dire à quelqu'un, mais bats-toi pour ton autonomie, c'est important que tu sois autonome, mais autonome pourquoi? Continuer pourquoi? Pour qui? Enfin, je veux dire, on est quand même des animaux politiques, on est reliés les uns les autres, et ça, c'est quand même, à mon avis, de cette manière que le pouvoir d'agir doit se penser. Donc ça veut dire concrètement, arrêtons de dire à des gamins, moi j'ai vu ça, des gamins, par exemple, dans des mecs, des MNA, mineurs non accompagnés, qui traversent l'Europe à pied, etc. Ils arrivent, ils ont vécu plein de choses, ils savent faire plein de choses, etc. Et après, il y a des éducateurs qui ont 25 balais qui leur disent « Non, c'est pas ta place hein, d'aider les autres. » Ils te disent « Ouais, mais j'aimerais bien aider les plus petits, etc. Là, je peux m'en occuper. » Non, c'est pas ta place, il faut que tu penses à toi, à ton autonomie, c'est important. Bah, si c'est ta place. Et tous les pédagogues, à commencer par Freinet, mais te disent que la question de la transmission, que tu grandis en aidant aussi les plus petits, et que c'est comme ça aussi, que c'est ça aussi grandir. Et cette idée de dire « pense à toi et sois autonome pour entrer dans cette société », à mon avis, elle est à long terme complètement catastrophique. Mais on aura le temps d'en reparler un jour. Et puis après, la dernière chose, donc, à moi, ma vie, moi, qu'est-ce que je peux pour les autres de ma communauté, si je parle rapidement. Et puis après, la question de la participation, du pouvoir d'agir, elle se met aussi sur la question de la représentation au niveau local ou national. Comment on permet à des gens d'avoir des instances où il y ait des porte-paroles. Voilà. Et ça, d'ailleurs, alors dans le champ du handicap et le champ de la protection de l'enfance, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est deux mondes très différents, parce que dans le champ du handicap, historiquement, les familles ont un poids fort, et donc du coup, il y a un contre-pouvoir, si je peux parler comme ça de manière un peu rapide, important en protection de l'enfance. Vous n'avez pas de contre-pouvoir. Les associations d'anciens jeunes placés, il y en a aujourd'hui, les ADPAP ou les associations repères, mais elles sont très peu nombreuses. Les associations de parents, quasiment... et en fait, les contre-pouvoirs, c'est chiant, hein. Les associations de parents en protection de l'enfance qui n'existent pas, mais les rares fois où il y a des gens qui ont des velléités et qui commencent à... En fait, c'est chiant, c'est pénible. Souvent, les gens comme nous, ils sont de mauvaise foi, enfin, comme les professionnels peuvent l'être. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est chiant, il faut... En fait, un système démocratique, il vit parce qu'il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et on se réforme et on réfléchit sur nos fonctionnements, pas uniquement parce qu'on se réunit entre nous en disant qu'est-ce qu'on peut changer, parce que de l'extérieur aussi, il y a des gens qui nous disent « Attends, là, c'est pas possible, en fait. Ça ne va pas se passer comme ça. » En protection de l'enfance, par exemple, il y a des jurisprudences qui commencent à arriver et qui vont complètement révolutionner. Il y a là, je crois que quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a obtenu le droit de dire, en fait, faire reconnaître la perte de chance. C'est-à-dire, en fait, il dit, mais moi, on m'a laissé dans un endroit au nom de ma protection, alors qu'en fait, je voulais aller changer de famille ou je ne sais plus trop quoi, quelle était l'histoire exacte, et j'ai pas eu la possibilité. Jusqu'à présent, on pensait que nous protéger, c'était finalement ne rien bouger. Plus on ne bouge rien et que les murs sont clos, plus on est protégé. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que les gens ont des droits et que si on ne cherche pas à faire en sorte que les gens puissent avoir accès à ces droits, finalement, ça va se retourner contre nous. Le jour où il y aura des contre-pouvoirs, je pense que du coup, on sera un peu obligé, non plus moralement, mais légalement, de réfléchir à cette question du pouvoir d'agir. Mais en fait, tout ce que je dis, c'est discutable, hein. C'est juste, moi je parle de tendance, je veux dire qu'après ça mériterait à chaque fois qu'on s'arrête dessus et qu'on complexifie la chose. Mais il faut qu'on avance. Il est hyper tard là. Il reste, oh là 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 là. Lier, parce qu'en fait ça c'est le truc le plus important. Donc rencontrer, ressourcer, lier. Lier. Troisième question. Vous commencez, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Dernière question, et troisième question en tout cas, qui peut t'aider? Alors ça, pour moi, qui peut t'aider? C'est con comme question. Je sais bien que vous le faites parfois, mais c'est quand même pas du tout encore inscrit dans notre culture de l'accompagnement. En fait, c'est l'idée de dire, en fait, nous, l'institution, on peut pas tout.
Et si tu penses qu'on peut tout, ou si nous on pense qu'on peut tout, on se plante. Et donc du coup, on peut continuer à avoir, comme je le disais tout à l'heure, des monocultures, c'est-à-dire des lieux un peu hors du monde, où des gens qui ont le même handicap ou le même problème se réunissent avec des professionnels et se dire la solution, c'est peut-être d'avoir plus de professionnels pour les aider, sans doute. Que ces professionnels soient mieux payés aussi. Mais en fait, c'est pas toujours en mettant plus de professionnels dans ce même monde, sans réfléchir à mais pourquoi ce monde-là ? Pourquoi les EHPAD continuent d'être des EHPAD? Pourquoi un certain nombre de foyers ou de mecs sont hors sol, hors monde? En fait, je veux dire, avec des 6-12 ans qui vivent entre eux. Enfin, je veux dire, cette idée-là, tant qu'on continuera à penser qu'elle a une réponse et qu'il suffit de rajouter des gens, plus de gens pour aider ce même monde, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme la réflexion de la monoculture et des pesticides, quoi. À un moment donné, le terrain, il s'assèche et ça ne fonctionne plus. Donc, la question, c'est, à mon avis, fondamental, comment on ouvre? On ouvre à plein de niveaux. On ouvre les lieux, c'est-à-dire on crée des passerelles avec la société. Comment dans un EHPAD, pourquoi dans tous les EHPAD, il n'y a pas des chambres d'étudiants en service civique? Pourquoi dans tous les EHPAD, et ça commence à se faire, il n'y a pas des crèches? Pourquoi dans tous les EHPAD ou dans tous les MEX ou dans tout je ne sais pas trop quoi, il n'y a pas la possibilité d'avoir des concerts, qu'on vient voir des concerts parce que c'est chouette de voir ce concert-là et que du coup on vient là? Pourquoi il n'y a pas des bureaux de vote? Et inversement, pourquoi on a des grilles fermées systématiquement et qu'on n'est pas davantage dans le fait d'aller construire avec ceux qui nous entourent? Pourquoi on se cache de nos voisins? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une question. Le fait de protéger les gens de la stigmatisation, le paradoxe, c'est qu'on crée ce qu'on dénonce. On se cache parce qu'il faut cacher les gens. Mais ce faisant, on vient signifier aux gens que ce qu'ils ont, c'est honteux. Pourquoi les hôpitaux psychiatriques, alors qu'il y a eu tout le mouvement de l'antipsychiatrie des années 70, qui a été hyper puissant, qui a encore des lieux qui s'appellent la psychothérapie institutionnelle, notamment du côté de Blois, je vous invite à le regarder, et ailleurs, mais là, on a la clinique Laborde, etc. Pourquoi ça, c'est de moins en moins présent et que quand on va dans un hôpital psychiatrique, aujourd'hui, on est dans un lieu fermé et au contraire, il ne faut pas que les gens extérieurs rentrent, il ne faudrait pas qu'on voit. Et comment, après, on peut ne pas en faire une question politique, c'est-à-dire on peut continuer à dire que c'est une question d'argent et de professionnels qui manquent dans ces lieux-là, mais tant que la société ne se regardera pas en se disant mais au fond, c'est quoi ce monde où les gens qui sont différents vivent ensemble et finalement on ne les voit pas, où on ne vit pas ensemble, où on se pose... Et ça, c'est une question politique au sens fort et noble du terme. Et donc du coup, tant qu'on ne se posera pas collectivement cette question politique, à mon avis, on est condamné à nourrir un panier percé, en fait. C'est-à-dire, non, ça ne peut plus fonctionner. En tout cas, ce système poussé à l'extrême, il ne peut plus fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer cette idée qui me semble fondamentale. Mais prenons-le à question de posture et question de structure. Là, je viens de vous parler de la structure, comment on peut avoir des lieux plus ouverts. Je bosse beaucoup sur un internat, justement, je le disais, l'internat de demain, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ça s'appelle Barakanou, pas très loin, il y en a un à Condé, sur l'Escaut. Et là, vraiment, c'est vraiment un enjeu fondamental, c'est comment on crée un lieu plus ouvert aussi, un lieu où on est moins dans la logique, soit c'est de l'accompagnement à domicile, soit c'est du placement. Et comment on crée quelque chose de beaucoup plus souple, ce qui nécessite aussi, et là j'arrive à la deuxième question, c'est du point de vue des gens, leur demander qui peut t'aider. Donc repérer méthodiquement l'entourage des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens, ils n'ont pas d'entourage. Et ben moi je vous dis, s'il n'y en a pas, on va le créer. Et avant de dire qu'il n'y en a pas, essayons de vraiment chercher. Et donc, par exemple, vous savez, en protection de l'enfance, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle les conférences familiales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les conférences familiales, c'est un gamin a un problème. Avant de le placer, ou par exemple, s'il s'agit de placement, en fait, on cherche méthodiquement tous les gens de son entourage. Ça peut être les amis, ça peut être les voisins, ça peut être la famille élargie, tous les gens qui font sens pour l'enfant. Ça peut être sa peluche, ça peut être ses animaux domestiques, enfin je veux dire vraiment tout ce qui fait sens pour lui. Et on met tous ces gens autour de la table, et on se dit, ok les gars, maintenant on fait un plan d'action ensemble. C'est-à-dire, on réfléchit qui peut quoi. Nous, en tant qu'institution, on peut l'accueillir, bien sûr, avec grand plaisir, mais peut-être pas tout le temps. Le grand-père, vous pouvez peut-être y aller le week-end, il peut aller chez vous. Ok. Le directeur du club de foot qu'il aime bien, avec qui il s'entend bien, il peut l'amener le mercredi et passer une heure avec lui, comme ça, dans la voiture, parce que le club est à 30 minutes. Très bien. Et en fait, on construit un plan d'action collectif. Mais vous avez compris que ça peut avoir lieu en protection de l'enfance, ça peut avoir lieu dans le handicap, ça peut avoir lieu avec des vieux qui rentrent en EHPAD. Je ne comprends pas comment le premier truc, c'est on met autour de la table tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Mais en partant de ce qui est important pour la personne. Hein. Il ne s'agit pas, quand c'est un enfant, de faire venir la personne qui déteste, en fait. On part de ce qui est important pour la personne et on construit avec lui un réseau. Et là, en tant que professionnel, vous ne devenez plus des référents, même si vous pouvez faire référence par amour, mais vous devenez des faiseurs de liens. C'est-à-dire, votre rôle, c'est de créer des liens, de restructurer des liens qui existent ou qui n'existent plus et de permettre à ces liens d'exister. C'est par exemple ce qu'on fait quand on a, à la place du génogramme, quand on utilise l'écomap, par exemple. L'écomap, c'est toi, tu es là, avec qui tu as des relations, plus ou moins proches, plus ou moins longues, avec qui tu peux développer des relations. Et en fait, rien que faire ça, ce qu'on fait nous dans l'Internat demain, c'est qu'on a appelé ça le Conseil des aidants. On passe un mois à regarder méthodiquement tous les liens, avant de mettre les gens autour de la table. Et je peux vous dire qu'après, en termes d'alliance, pour moins se sentir seul en tant que professionnel, c'est énorme, parce que vous êtes plus seul, parce qu'il y a d'autres gens qui aussi se préoccupent du sort de cette personne-là. Alors, c'est fini. Merci Bertrand. Et alors, je suis navré de vous interrompre. On pourrait vous écouter toute la matinée. Malheureusement, j'ai le mauvais rôle de devoir tenir le timing, mais peut-être quelques mots en conclusion. Ouais, je conclus. Oui. Alors, je conclus juste en disant que cette question de la culture de l'ouverture, c'est de dire que arrêtons de dire qu'il faut de l'indépendance. Parlons de dépendances positives, les dépendances qui nous font du bien. Et l'enjeu est d'aller chercher, nourrir, arroser les dépendances positives, parce que nous sommes dépendants et que c'est une belle chose. Et la dernière chose, hop, je passe tous les extraits que je voulais vous montrer. La dernière chose, c'est quand même, je voudrais finir par ça, c'est que, je disais, qu'est-ce que peut l'institution aussi? Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir de gouvernance. Je crois que vous en avez parlé hier, je crois qu'aujourd'hui, ça sera aussi le sujet. Comment on crée des gouvernances plus horizontales? Alors, il y a plein de modèles qui existent, hein. C'est pas que fantaisiste. La question de l'entreprise libérée est une question intéressante à explorer. La question de la polyvalence des gens, en psychothérapie institutionnelle, par exemple, je disais, les gens peuvent changer de métier tous les 4 mois, et c'est incroyable ce que ça a comme effet. Donc, en fait, il y a plein de manières très pragmatiques de faire en sorte de retrouver du pouvoir d'agir quand on est professionnel. Et finalement, ce dernier mot, facilité, je dirais que pour moi, il est central. Facilité, je prends les termes du dictionnaire, ça veut dire qualité de ce qui peut se faire sans peine. Et moi, je crois que s'il y a une chose que l'institution doit à la personne concernée, c'est de ne pas rajouter de la peine à la peine. D'accord ? Et donc, du coup, de créer les conditions d'être souple, d'être démocratique, d'être agile, pas au sens néolibéral, de devoir s'adapter, mais au sens de se dire du roseau et de la fable du chêne et du roseau. Hein, le roseau plie, mais ne rompt pas. Et on doit pouvoir plier, s'adapter, être au plus près de l'autre. Et pour ça, ça demande évidemment une énorme réflexion sur la manière dont on organise nos systèmes de manière encore trop descendante et encore trop bureaucratique. Je pense que tant qu'on n'interrogera pas aussi concrètement nos modes de fonctionnement, tout ce qu'on a dit avant sur la rencontre, sur la ressource et sur le lien, souvent, ça créera plus de frustration que de possible. Merci beaucoup.